Bonjour, bienvenue sur CNC. Je suis Mehdi, voici les blockbusters de l'été. Être passionné, c'est être fan. Générique, c'est parti. Après avoir sauvé la Terre pour la 500e fois, Thor s'est embarqué dans un nouveau voyage. Il s'est remis en forme, il a perdu son ventre et retrouvé son corps de Dieu. Et après tout ça, il est finalement redevenu le seul et unique Thor. Oh, j'ai parlé trop vite. Au programme aujourd'hui, nous avons deux films d'animation, deux films d'animation, deux séries et deux films live. C'est parti, premier film d'animation. Donc on commence fort et bien, on commence avec Crypto et les super animaux, excusez-moi. Donc Crypto Super Chien, DC League Super Pets. Réalisation c'est Jared Stern, Sam Levin, scénario c'est Jared Stern, Joan Winchington. Les doublages des voix, parce que ce sont les animaux de Superman, le chien de Superman, le chien de Batman. Les acteurs principaux sont Dwayne Johnson qui joue le rôle de Crypto, tu as Kevin Hart qui joue le rôle de Ace, le chien de Batman, et on a Keanu Reeves qui double la voix de Batman et John Krasinski qui double la voix de Superman. Voilà. Donc c'est la production, c'est Warner Animation Group et DC Entertainment, et c'est Seven Bug Productions qui produit le film qui est sorti le 26 juillet, je crois, il n'est pas encore sorti. La Ligue des Justiciers est capturée par Lex Luthor et Lulu, son cochon d'Inde. Crypto, le chien de Superman, décide donc de former une équipe d'animaux au super pouvoir pour aller le sauver. Développement, c'est en 2018. Un film consacré à l'équipe de super animaux de l'univers DC, puis a finalement été initialement baptisé DC Super Pets, puis finalement intitulé DC League of Super Pets. Et du coup, c'est en mai 2021 que Dwayne Johnson est officiellement annoncé pour prêter la voix originale de Super Chien Crypto. Voilà. Donc voilà, le film c'est simple, hein, ça raconte l'histoire de Crypto, le chien de Superman, qui a grandi avec Superman dans cet univers, et du coup il se sent un peu laissé aller parce que Superman fréquente Lois, et du coup malheureusement il se sent seul, du coup il croit que Superman va l'abandonner, et il se retrouve avec des animaux qui ne sont pas avec de maître, c'est des animaux sans maître fixe, ils appellent ça. Du coup, les pauvres, ils sont dans une espèce on va dire, d'accueil pour les animaux, et du coup, la vie a basculé à Crypto le jour où Superman se fait capturer la Ligue des Justiciers par Lex Luthor et le cochon d'Inde. Et du coup, il décide de former l'équipe de la Ligue des Super Pets avec plein de chiens. On retrouvera le chien de Batman, Ace, par la suite, qui va former une team pour libérer la Ligue des Justiciers. Donc c'est un très bon film d'animation, très drôle. Les effets spéciaux sont bien faits. Nous, en doublage français, on a Muriel Robin et Soprano. Et voilà, je crois qu'il y en a un troisième, mais je me rappelle plus son prénom. Franchement, le doublage français est merdique, hein, on va pas se mentir. Muriel Robin, moi perso, elle me saoule. Soprano, il sert à rien, il joue le rôle d'un écureuil, tu te demandes à quoi ça sert. Franchement, le film, si vous pouvez aller le voir en VO, je vous le conseille. Sinon, à part le doublage claqué français, on a un très bon film, très drôle, plein d'animation, super fun, voilà quoi. Un très bon film d'animation pour les enfants. On passe au suivant. Deuxième film d'animation, c'est Green Lantern, Beware My Power. Le film d'animation annonce lors du DC Fandom en 2021, le film d'animation Green Lantern, Beware My Power, fait attention à mon pouvoir, et dévoile aujourd'hui son premier trailer. Bon, enfin, il est sorti en VOD, en DVD et en Blu-ray, dans une date de sortie aux EUC. Là, John Stewart est à l'honneur de Green Lantern, Beware My Power. Le Green Lantern, Beware My Power est le prochain film d'animation canon à l'univers DC Animated Movie. Produit par Butch Lekiv, le film d'animation mettra à l'honneur John Stewart, qui devient ici le nouveau protecteur de la Terre. Le film qui vient de dévoiler son premier trailer, sortir en 4K en Blu-ray digital le 26 juillet, outre-Atlantique. Dans Green Lantern Beware My Power, le tireur d'élite des Marines John Stewart a récemment libéré de ses fonctions, se trouve à un carrefour de sa vie, un carrefour qui se complique lorsqu'il reçoit
un anneau extraterrestre qui lui confère les pouvoirs des Green Lantern de la Terre. Malheureusement, l'anneau n'est pas accompagné d'instructions, il est accompagné d'un bagage comme une horde de tueurs interplanétaires déterminés à éliminer tous les Green Lantern de l'univers. Maintenant, avec l'aide de Green Arrow, Adam Strange et Hawkgirl, John devra voyager dans le cœur d'une guerre galactique, Reign Thanagar, et réussir là où tous les autres Green Lantern ont échoué. Green Lantern Beware My Power est le prochain film d'animation et à sortir avant Battle of Super Son l'année prochaine, a démarré avec la sortie du film d'animation avec Catwoman Hunted, puis Constantine House of Mystery et Titan Go DC Super Hero Girl My When Is Multiverse à venir. Oui, c'est tous les films DC qu'on a parlé durant toute cette année, donc du coup voilà, là le prochain maintenant c'est Green Lantern Beware My Power, donc là il s'agit du deuxième Green Lantern terrien, ça veut dire que le premier c'est Hal Jordan, on a eu d'ailleurs un film en 2011 avec Ryan Reynolds qui s'est ramassé, bon moi j'avais plutôt apprécié même si il a été pas mal critiqué, mais c'est vrai que bon malheureusement pour l'époque il s'est fait un peu détruire parce que je pense que le gros défaut de Green Lantern c'est que c'est pas un héros super connu comme les super-héros Marvel ou Superman ou Batman, et du coup son quota de popularité il est moindre et du coup les effets spéciaux on avait énormément, c'est vrai que beaucoup trop d'effets spéciaux dans le film Green Lantern, donc ils vont avoir une nouvelle tentative, ils vont faire une série Green Lantern sur HBO Max très bientôt avec justement John Stewart, clairement ça devrait être lui le héros, Clayton Jordan, on ne sait pas encore trop de détails là-dessus, et là du coup ils ont sorti un deuxième, il y a déjà eu une série d'animation sur Green Lantern, il y a eu plusieurs films d'animation, et là ils sortent un nouveau film Green Lantern Beware My Power qui raconte l'histoire de John Stewart, c'est un militaire qui devient Green Lantern. Et du coup c'est dû à la mort de soi-disant Hal Jordan, bon je vais pas trop vous en dire, mais sinon le film en lui-même est plutôt pas mal, bien réussi, bonne animation, bon doublage, franchement très très bon, il n'y a rien à redire, si j'avais une note à lui mettre je lui mettrais un 8 ou un 9, voilà, c'est un très très bon film d'animation, pour ceux qui connaissent pas l'univers de Green Lantern, ça permet de découvrir d'un œil nouveau cet univers, voilà, on passe aux séries suivantes. On passe à la première série qui est sortie récemment le 14 juillet sur Netflix. Tout le monde a entendu parler, c'est bien sûr Resident Evil. C'est une série horreur science-fiction, Andrew Dabb. Production c'est Amgamed Nocens, Constantin Film. Les acteurs principaux c'est Ella Balinska, Tamara Smart, Adeline Rudolph, Sienna Agudong, Paola Nunez et Lance Reddick. La musique c'est Grégory Reverest. Donc c'est Netflix, c'est une plateforme, il y a une saison, 8 épisodes. En général les épisodes sont entre 43 et 63 minutes, enfin 46 et 63 minutes. Il est sorti le 14 juillet 2022. Donc Resident Evil est une série télévisée américaine développée par Andrew Dabb, diffusée depuis le 14 juillet 2022, partout dans le monde sur le service Netflix, incluant les pays francophones. La série est une adaptation de série de jeux vidéo japonaise Resident Evil de Capcom. Il ne s'agit de la seconde adaptation de la franchise à la télévision après la série d'animation Infinite Darkness et de la seconde adaptation de la franchise télévision après la série Infinite Darkness, le 8e en prise de vue réelle après les films de la série cinématographique inspirée des jeux. Elle se déroule dans un univers indépendant n'ayant donc aucun lien avec les précédentes adaptations, mais prend en compte les événements du jeu de la franchise jusqu'à Resident Evil Village. Alternant aux temporalités, la série suit principalement Billy et Jade Wesker, les deux filles adoptives de Albert Wesker, dans d'étranges circonstances. Donc en l'histoire, c'est en 2022, 20 ans ont passé depuis la mystérieuse destruction de Raccoon City par le gouvernement américain. Sœurs jumelles de 14 ans, Billy et Jade Wesker emménagent avec leur père Albert à New Raccoon City, une ville créée de toutes pièces par Umbrella Corporation en Afrique du Sud. Cette multinationale est spécialisée dans les recherches pharmaceutiques et en déficit d'image. La faute de nombreux scandales l'ayant éclaboussé durant ces années précédentes, la multinationale est maintenant dirigée par Evelyn Marcus, fille de l'un des fondateurs qui cherche à redorer le blason de la société, et le déménagement de la famille Wesker est dû au fait que Umbrella a proposé à Albert, ayant travaillé auparavant pour la multinationale, un poste à responsabilité afin d'apporter son aide au contrôle du virus T avec une arme biologique rétrovirale. Les deux sœurs vont alors découvrir les sombres secrets de la ville Umbrella. Et après le flashback, enfin l'histoire commence en 2036, le virus T a ravagé le monde entier, réduit l'humanité à 300 millions de réfugiés vivant dans la cité État fortifiée. Cité entourée par 6 milliards de monstres ayant contacté le virus Umbrella
est la seule organisation restante sur Terre et bénéficie ainsi d'un grand pouvoir d'action, ainsi qu'un arsenal militaire conséquent à la recherche de Jade dont la mission est de les détruire. Donc voilà, pour le synopsis, donc oui, c'est une première série live pour Netflix pour les droits du jeu vidéo Resident Evil. Donc elle ne tient pas en compte les jeux vidéo ni les films qui ont déjà eu lieu avec Mila Jovovich, qui sont faits par Constantin Film. Il y en a eu plusieurs d'ailleurs, qui n'ont pas été tous bons. D'ailleurs la plupart ils ont été très mauvais. Ça ne tient pas en compte aussi de ce qui s'est passé dans le dernier film qui s'appelle Resident Evil Welcome in Raccoon City. Il ne prend pas en compte cette série, ce film là qui est sorti, qui a fait un bid au cinéma malheureusement, et la série malheureusement s'est ramassée bien comme il faut parce que malheureusement elle ne prend pas en compte les jeux vidéo, et je pense que c'est le gros défaut de Resident Evil. Ils veulent faire une série, faire de l'argent dessus, mais ils prennent pas en compte la vie des fans, et à chaque fois c'est un ratage total, même s'il y a des petites références aux jeux vidéo, il y a des petits clins d'œil, c'est pas suffisant pour installer un univers ou même une série, en sachant que bon, si on critique par rapport au dernier film, elle est un peu mieux faite par rapport au pointé horreur, épouvante et survival. C'est légèrement mieux, mais ça n'est pas fidèle à l'univers Resident Evil, c'est même très moyen. Je dirais, si j'avais une note à lui mettre, ce serait un 3 ou un 4, pas plus, parce que les séquences flashback, je trouve que ça ralentit énormément le film. Ils auraient dû le faire à la rigueur sous 2 parties, une première partie avec Jade et Billy ados, et après une deuxième partie où Jade et Billy sont adultes. Ça aurait été même plus intéressant que chaque épisode des séquences flashback qui mélangent tout. Tu pars dans le passé, dans le présent, c'est un peu du grand n'importe quoi. Après tu arrives à suivre malgré tout, mais je trouve que c'est trop cafouillis pour moi. Ils auraient dû faire en 2 parties, ça aurait été plus simple. Une partie, couper la série en 2 parties, 4 épisodes ados, 4 épisodes adultes, ça aurait été beaucoup plus simple, ou sur 2 saisons, pourquoi pas. Parce que là, je vois pas trop l'intérêt, à part il n'y a pas grand chose qui se passe dans la série. Voilà, on survole plus l'univers qu'autre chose, donc voilà. Maintenant, à voir si Netflix vont renouveler pour une saison 2, c'est moins sûr. Netflix, il lance des séries, des fois, c'est juste pour faire le buzz et pour que les gens viennent s'abonner, parce qu'ils ont perdu pas mal de millions d'abonnés, c'est récemment. Donc c'est pour que les gens viennent s'abonner à la plateforme de streaming. Mais je suis pas sûr que Resident Evil suffit pour que les gens reviennent, tout simplement, parce que la série est très moyen. Voilà quoi, et on reste sur notre fin, tout simplement, et c'est pas ouf de ouf. On passe à la suite. Donc la deuxième série que j'ai fini cette semaine, c'est Sans Limite, qui est sur Amazon Prime Video. C'est le premier tour du monde effectué par Fernand de Magellan, Rodrigo Santoro et Juan Sebastián Elcano. Alvaro Mortel est un exploit digne d'alunissage. Pour l'époque, ça méritait amplement une œuvre pour la raconter. Ainsi, le créateur espagnol de la série Paxi Amezcua a pu, grâce à Amazon Prime Video et plusieurs productions espagnoles, faire le récit de ce voyage au bout du monde à la façon d'un blockbuster réalisé par le cancre Simon West. Le périple se déroule-t-il sans encombre. En revanche, la figure de Magellan n'est jamais écaillée, tout comme les hommes qui l'accompagneront. Il est un homme imperturbable et parfait, comme tout héros au service d'une volonté à flatter la nation. Difficile de s'identifier donc à son ambition, étant la gloire alors que sa femme l'attend sagement à la maison. Le charisme de l'énergie que déploie Rodrigo Santoro de 300 et Westworld aurait pu rattraper cette écriture sans aspérite, mais son cabotage en Magellan au bord de la folie frôle trop le surjeu. Alvaro Muerte, la Casa des Papel, et finalement il a joué dedans, est finalement le plus juste, mais si tout aussi lassant à être presque inhumain dans son démouvement indéfectible. Capitaine Magellan, comme le reste de l'équipage. Plus problématique, Amezcua refuse d'entacher le mythe. L'histoire prend des airs de western à la John Wayne, à la Renaissance, mettant les blancs colons contre les sauvages indigènes, ou la rencontre des gentils autochtones aux seins nus et aux paniers garnis de fruits. Il n'y a aucune remise en question des massacres de Magellan. Préfère de lui un martyr des explorateurs. La série va jusqu'à accepter le harcèlement sexuel des locaux, car les marins peuvent mourir d'un jour à l'autre, et mettant sous silence les viols et les femmes de tribus Amérique Sud qui tueront tout espoir de pacifisme. Ouais, donc c'est un gros résumé de la série. On va plus rentrer dans les détails, on va faire plus cette version là. Donc c'est une série qui raconte l'histoire de l'aventurier Magellan. On a encore parlé dans le jeu Uncharted, qui s'appelle CF End, où il parlait justement de Magellan.
où il le voyait comme un grand pirate, ou j'ai mélangé peut-être avec une autre, enfin bref, c'est pas grave. Et il y a aussi Pluie du Fou qui raconte une attraction autour des aventures de Magellan. C'était un homme qui était parti à la recherche dans la route d'épices d'une nouvelle route qui pourrait amener à des pays lointains et du coup faire un tour du monde, battre Christophe Colomb à l'époque, avait fait le tour du monde soi-disant, alors qu'il n'avait pas fini ce fameux tour du monde. Et du coup la série s'arrête sur ce passage là, c'est des longs épisodes d'1 heure facile qui sont sur Amazon Prime Video, donc c'est plutôt une bonne série, un peu lente, le rythme il est lent. Bon après tu vois des hommes en train de clame sur un bateau, c'est pas très intéressant, mais bon c'est vrai que c'est intéressant au point de vue de l'histoire pour savoir ce qui s'est vraiment passé à cette époque là. Et du coup le film, enfin la série en elle-même est plutôt pas mal réussie, d'époque c'est plutôt bien fait. Après c'est vrai que c'est un peu long à la longue, j'aurais préféré un peu moins long les épisodes, parce que parfois c'est un peu trop fatigant, un peu trop... il se passe pas grand chose en fait, ils sont en mer et voilà, il se passe rien. Voilà quoi, bon après ça reste intéressant pour ceux qui veulent savoir l'histoire de le fameux navigateur Magellan, qui était à l'époque un portugais des Espagnols, enfin bref, qui voulait pas que ça soit une quête espagnole ou une quête portugaise, donc il y avait une guéguerre entre les deux pays, mais bon au final... il a fait quand même sa quête de navigation, et puis voilà quoi. Bon après si j'avais une note à lui mettre, ça serait pas une note très très glorieuse, ça serait un 5 ou un 6, voilà, bof, c'est sans plus quoi. On passe au premier film. Donc, le premier film qui j'ai regardé cette semaine, c'est The Man from Toronto, qui est réalisé par Patrick Hughes. Scénario, c'est Robbie Fox et Chris Bremer. La musique, c'est Rami Djawadi. Et société de production, c'est Brown Studio, Escape Artists et Sony Pictures Entertainment. Donc c'est une comédie d'action qui est sortie sur Netflix. Donc The Man from Toronto est un film américain réalisé par Patrick Hughes et sorti en 2022 sur Netflix. Alors pour l'histoire, c'est Teddy Jackson, c'est Kevin Hart et joue un loser vivant à Yokotown en Virginie. Alors qu'il vient de se faire renvoyer de son emploi, il cherche à épater sa compagne Laurie en l'emmenant en week-end. Alors il va alors échanger par erreur son identité avec un redoutable tueur surnommé The Man from Toronto à cause d'un logement Airbnb à Onakok. Les deux hommes, évidemment très différents, ne vont pas gérer la même façon leur tueur aux trousses et l'homme de Toronto. Alors l'homme de Toronto, c'est Woody Harrelson que tu as vu dans Venom 2, Let Be the Carnage. Donc c'est une comédie qu'on a déjà vue, hein, c'est du réchauffé. Un tueur sans cœur, ni foi ni loi, rencontre un mec lambda, un loser hein, tout simplement. Hein. Kevin Hart est très très bon dans ce genre de rôle, c'est de la comédie pure et dure. Du coup voilà, il se retrouve dans une aventure de psychopathe genre à la Hitman Bodyguard ou tout ce qu'on a vu récemment, c'est du réchauffé, on l'a déjà vu plein de fois ce genre de film. Donc c'est un bon divertissement, c'est pas un film de ouf, mais bon ça permet de passer une soirée tranquille. Devant la télé quand il n'y a rien par exemple, tu te mets un petit film comme ça, tu tapes une barre de rire, bon après le lendemain tu l'as vite oublié, hein, donc si on met une note, ça serait malheureusement un 5 ou un 6, hein, pas plus, 1 sur 10, ça vaut pas grand chose, mais bon c'est un bon film. Kevin Hart c'est un grand acteur de comédie, Woody Harrelson c'est des bons acteurs, la chimie elle fonctionne plutôt, donc ça va, c'est pas mal, c'est pas ouf, mais ça se regarde. Voilà. On passe au dernier film. Donc, le dernier film que je suis parti voir cette semaine, c'est bien sûr Thor Love and Thunder. Tu l'as vu, hein, c'est Thor Amour et Tonnerre. Réalisation, c'est Taika Waititi. Scénario, Taika Waititi et Jennifer Katyn Robinson. La musique, c'est Michael Giacchino. Les acteurs principaux sont bien sûr Chris Hemsworth dans le rôle de Thor depuis le premier film. Hein. Christian Bale se rejoint à l'aventure, il joue le rôle de Gore, le destructeur. Tu as Tessa Thompson qui joue la Valkyrie, qui est le chef de Asgard maintenant depuis le Thor Ragnarok. Tu as Jamie Alexander qui joue un rocher, enfin bref c'est un mec qui joue rocher. Tu as Russell Crowe qui joue le rôle de Zeus, qui est la première apparition de Russell Crowe dans l'univers Marvel, comme Christian Bale d'ailleurs, et Nathalie Portman qui joue bien sûr le rôle de Jane Foster depuis le premier film pareil. Donc société de production c'est Marvel Studios, il est sorti là il n'y a pas longtemps. Donc Thor Thunder Love and Thunder au Québec est un film de super-héros américain réalisé par Taika Waititi, sorti en 2022. Il s'agit du 29e film de l'univers cinématographique de Marvel et le 6e de la phase 4
Il fait suite à Thor et Thor le monde des ténèbres et Thor Ragnarok. L'histoire se déroule après les événements de Avengers Endgame et avant ce le film Les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui va sortir l'année prochaine. Après les événements liés à l'affrontement de Thanos, Thor vit des aventures spatiales en compagnie des Gardiens de la Galaxie tout en réfléchissant sur sa vie existentielle. Cependant, quand un déchiqueteur du dieu nommé Gore commence à tuer tous les dieux de l'univers, Thor va devoir retrouver son ami Korg ainsi que Jane Forster et sa copine d'antan ayant un cancer qui a développé des pouvoirs similaires à ceux du dieu du tonnerre, et Valkyrie, le roi de la nouvelle Asgard, pour pouvoir venir à bout de ce nouvel adversaire. Donc voilà, Taiki Waititi avait déjà réalisé le 3e film, donc c'est la suite directe de ce film-là, et de tous les films Marvel, hein. C'est le film Marvel de l'été, hein. C'est le blockbuster que on voulait voir le plus ou moins, le plus attendu. Et bon bah voilà, c'est l'histoire classique d'un film de super-héros. Là j'avouerais qu'on a eu une grosse déception parce que le film est d'une nullité sans nom. Taiki Waititi a fait des critiques sur les effets visuels, soi-disant qui n'étaient pas très bien faits, qui n'étaient pas très réalistes. Mais moi je pense que c'est pas ça sa faiblesse, c'est pas les effets spéciaux, ça a été beaucoup ressorti. Je trouve que les effets spéciaux sont plutôt bien réussis, il n'y a pas à dire. Il y a eu pas mal de références au maître de l'univers, à Skeletor, enfin bref. Le film est sympa, il se regarde, il est drôle, mais bon, il est trop bidon en fait. Le scénario est bidon, les blagues sont bidons et patoches, des fois c'est même pas drôle, t'as même pas envie de rire, c'est trop lourdingue, c'est trop loufoque. Bon, c'est du Taiki Waititi, on avait pris l'habitude là à Thor Ragnarok, mais là je trouve qu'il y a eu trop de liberté dans ce film là, ça part dans tous les sens, ça n'a aucun sens, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a vu du Marvel. Je trouve qu'ils ont marave Thor, l'univers de Thor, qui était plutôt divertissant au début, et là c'est devenu limite ridicule. C'est vraiment, on a envie de dire, mais c'est un gag, franchement. Donc ça se voit que le public a changé. Marvel maintenant ils veulent faire des films familiaux, hein, c'est clair, ils veulent faire des films pour les enfants, et je trouve que c'est sa faiblesse de vouloir faire des films trop comédie, trop drôles, et d'oublier le principal clé, c'est l'histoire quoi. À vouloir faire du tout public, à un bout d'un moment, bah, tu te repars dans du ridicule, et c'est pas ce qu'on veut. D'accord, tu peux avoir des blagues à la Marvel, ça peut être bien et tout, mais je vois pas l'intérêt de faire un film qui soit au final un gag. Le film c'est un gag. Bon, forcément la bande son s'en sort plutôt bien, la bande son est pas mal, c'est le seul truc qu'on peut retenir de ce film, c'est que la bande son est bon, mais bon voilà, c'est pas du Taiki Waititi, c'est pas du Marvel, c'est pas du Disney, mais le film en lui-même est d'une nudité, elle est tellement puissante. Moi je me suis fait des barres de rire, mais je savais que j'allais voir un film pourri, et c'est vraiment décevant de voir ce que devient Marvel, c'est vraiment très inquiétant. On a l'impression qu'ils en ont plus rien à foutre, qu'ils se disent que quoi qu'il arrive le film va fonctionner, et ils croient que ça fonctionne, et là du coup il va y avoir le revers de médaille qui va arriver, parce que les gens ils vont se lasser, et ça va les saouler d'aller voir des films aussi nuls. Donc bon, j'espère qu'ils vont réfléchir. Là c'est ce qui donne une opportunité à DC pour revenir en puissance, avec bien sûr le premier film, ça va être Black Adam en mois d'octobre, et même d'ailleurs la série Sandman qui va arriver au mois d'août sur Netflix, qui va être une tuerie, mais de ouf. Personnellement j'ai trouvé le film Thor numéro 4 le plus mauvais par rapport à tous les films Thor, quoi, sérieusement. On disait que le 2 était nul, mais alors là ils ont fait pire. Donc le monde, le Dark World, j'ai trouvé moins chiant que le 4 quoi. C'est d'une nullité, on sait pas où va Thor, donc ils veulent continuer avec Thor. Personnellement moi j'arrêterai là, et je passerai à autre chose. Je ferai un passage de flambeau comme la plupart des héros ils l'ont fait, et qui laisse Chris Hemsworth à faire autre chose, parce que là à force Thor ça va bousiller sa carrière, et il va se retrouver collé à ce rôle si c'est pas déjà le cas, et les films vont de pire en pire quoi, tout simplement. Donc déjà c'est le cas, les séries Marvel sur Disney+, tout ce qui est sorti cette année de chez Marvel c'est sans plus, c'est bof. Doctor Strange était moyen, les séries Miss Marvel c'était chiant, Soldat d'hiver avec Val le Faucon c'était nul, Hawkeye c'était nul. Tout est nul en fait, ça devient d'une nullité. WandaVision, voilà, il n'y a rien. Loki c'était pas mal mais sans plus. Il n'y a que Moon Knight que j'ai apprécié cette année de Marvel, et là je sais pas où va cette phase 4, je sais pas où va cette phase 5, j'avoue que c'est très flippant. C'est très inquiétant de savoir où ils vont aller, où va ce truc. Jusqu'à présent on avait un fil rouge, on avait Thanos, on avait les pierres d'infini,
et l'univers Marvel en général, mais là maintenant il n'y a plus rien du tout, c'est en freestyle total, on a l'impression que le film il tourne en roue libre et ils ne savent pas où aller en fait avec cette licence tout simplement. Et je trouve ça fort bien dommage. Mais après ce n'est que mon opinion, ce n'est que mon avis. Je précise, je n'ai rien d'autre à dire à part allez le voir et faites votre propre opinion. Mais moi perso, j'ai trouvé ça nul à chier. Si j'avais une note à lui mettre, je lui mettrais un 2, tout simplement, ou un 3. Voilà pour mon opinion, pour mon avis de cette semaine. Donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. On ne sait pas encore sur quoi je vais pas vous parler. En sachant que, comme je vous ai dit, il y a Sandman qui va arriver le 5 août. Les sorties, malheureusement, cinéma, il n'y en a pas des masses. Cette année, c'est un peu le désert. On verra ce qu'on pourra faire, mais je pense qu'on trouvera bien quelque chose à vous raconter. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et être passionné, c'est tout. Ciao.